fait, quand on explore une cavité, le but c'est de se régaler. On adore explorer. La spéléologie, c'est une façon de vivre, c'est adhérer à une véritable déontologie, c'est presque une entrée en religion. Chaque jour, ils plongent dans des grottes et sont passionnés par la découverte de ces milieux souterrains. Nous avons suivi ces explorateurs des temps modernes pour comprendre ce qu'est la spéléologie. Florence Guillot est l'une des spéléologues les plus réputées et les plus aguerries au monde. Depuis plus de 30 ans, elle explore avec ses équipes des centaines de grottes à travers la planète. Espagne, Grèce, Pologne, Vietnam, Chine ou ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à plus de 13 000 km de la France, Florence est une exploratrice qui n'a peur de rien. Crapahuter dans la forêt, se faufiler dans des cavités très étroites ou encore bivouaquer dans des conditions extrêmes, dans des zones parfois peuplées de mygales. Retour en France, à Ozat, en Ariège, une petite commune de 500 habitants située au pied des Pyrénées. Nous retrouvons Florence chez elle. Ok, une batterie, on prend perfo. Vraiment, il y en avait 4. Dans quelques semaines, elle mènera au Laos une expédition spéléologique de grande envergure, avec Denis Langlois et Julien Fouquet, 2 amis scientifiques qui l'accompagneront en Asie. Florence vérifie le matériel d'expédition. Ah, c'est bon, j'ai 30 mmS. Comme on va dans des cavités qui sont un peu longues, un peu profondes et un peu difficiles, on essaie d'avoir un matériel qui soit le plus léger possible pour pouvoir aller le plus loin possible sans trop se fatiguer. Donc, il y a des cordes pour descendre les puits. Il y en a des plus ou moins grosses. Ça, c'est déjà une corde qui, en fait, est normalement fine pour la pratique de la spéléo. Mais on en prend des plus petites. Ça, c'est encore une corde pour descendre les puits. Ça, c'est fait pour remplacer un mousqueton, vous voyez, hein, en fait, c'est du textile, alors qu'un mousqueton, évidemment, c'est plus lourd. Ou alors, on prend des mousquetons qui sont très légers. C'est très important, le matériel en spéléo. On est obligé que le matériel soit vraiment prêt. On a des perforateurs qui sont légers et petits. On ne peut pas non plus emmener des gros mousquetons, des grosses cordes, des gros sacs, sinon on ne sera pas efficace et on ne pourra pas explorer de nombreuses cavités. Le lendemain, nous suivons Florence en expédition à quelques kilomètres de chez elle, à Tarascon-sur-Ariège. Avec Denis Langlois, son ami spéléologue, ils nous conduisent dans la grotte de Sabar. On va déjà essayer en fait, de trouver une galerie supérieure en faisant une escalade. On essaye d'explorer une nouvelle galerie. On n'est pas sûr qu'elle existe, il faut qu'on fasse l'escalade. Après une dizaine de minutes de randonnée, Florence et Denis arrivent devant l'entrée principale de la grotte. L'Ariège est l'un des départements français qui en abrite le plus, entre 3 et 4 000 selon les estimations. Un terrain de jeu idéal pour Florence. Bon, j'espère qu'on n'a rien oublié. Hein, tic-tac. Docteur en histoire médiévale, archéologue émérite décorée de la Légion d'honneur, elle connaît les spécificités de ces cavités sur le bout des doigts. Son objectif aujourd'hui est de se hisser en haut de ce mur pour faire ce que les spéléologues appellent une escalade, c'est-à-dire chercher une galerie. Suspendue à plusieurs mètres au-dessus du sol, contorsionnée et en déséquilibre, Florence commence par percer un trou dans la roche pour y insérer un goujon qui lui servira ensuite à monter plus haut et ainsi découvrir de nouvelles galeries. Une opération délicate. À 52 ans, sa condition physique est impeccable et lui permet de supporter le poids de son matériel, qui pèse près de 10 kg. C'est bon ? Les évolutions technologiques, de cordage et de lumière
ont aussi permis à ces scientifiques d'aller encore plus loin dans les explorations de cavités. Tu me donnes un mètre de mousse, s'il te plaît? L'évolution du matériel depuis ces dernières années est quand même importante. Au niveau de l'éclairage, on est passé de l'acétylène où on voyait strictement rien, avec une autonomie et des difficultés de fonctionnement, à un éclairage électrique performant qui nous permet de voir les plafonds en hauteur et donc de trouver des nouvelles zones à explorer. Dans ce milieu souterrain hors du temps, sans lumière naturelle, où la vie animale est extrêmement rare, Florence se sent comme chez elle. Et Julien, tu penses qu'il arrive là pour faire la topo, c'est bien? Pour la suite de l'expédition, Julien Fouquet, autre spéléologue ariégeois, se joint à l'aventure. Salut. Ça va? Ouais. Le réseau où nous nous trouvons fait plus d'une dizaine de kilomètres. Un gigantesque labyrinthe entre les grottes de Sabar, Lombrive et Nio, célèbres pour la préhistoire. L'escalade qu'on voulait faire, elle est là. Ah oui, je vois. Et la dernière fois, Oui. Denis avait mis la compression de ça, il est monté, il a mis vos jambes le plus haut possible. Et elle est là. Et voilà, bon, d'habitude, il n'y a pas d'eau. En hiver, l'humidité est de 100% en raison de la fonte des neiges qui inonde les plafonds et les sols de ces cavités. Et le froid peut rapidement vous glacer les os. Malgré ces conditions, ces explorateurs peuvent passer plus de 25 heures sous terre. 60 km de nouvelles grottes sont découvertes chaque année en France et une centaine à l'étranger. Un chiffre énorme. Florence et ses équipes ont ainsi l'an dernier battu le record d'Asie avec une cavité de 248 km, le plus grand trou du continent. Pas je confonds. Laquelle on a fait? C'est celle-là. On en a fait une des deux. Pour ramasser et publier toutes ces données, ces scientifiques utilisent un appareil électronique qui relève au centimètre près les mesures de la grotte. Avec un instrument qu'ils vont utiliser, qui pointe, on va prendre 3 mesures et on va progresser par ligne droite. Et les 3 mesures, c'est la distance, bien sûr. C'est la pente pour voir si ça monte ou si ça descend et rendre les montées et les descentes, donc connaître la profondeur. Et puis, c'est la direction par rapport au nord pour pouvoir orienter la cavité et les galeries, comment elles sont à dessiner. Et autour de chaque point, on prend une série de mesures. On peut même en prendre entre les points pour pouvoir dessiner. Moi, je note et je dessine pour mettre les informations qui sont importantes pour comprendre comment la cavité s'est formée ou qui sont importantes pour que les gens puissent se repérer. Tu prendras quelques mesures en plus pour que j'habille ma section au niveau de ce point-là. Ah ouais? Attends. On peut partir à gauche. Ouais. Oh, je vais mettre à voir. Mais c'est une toute petite partie du travail. Après, il va falloir décharger les appareils. On utilise un logiciel pour calculer, puis un autre logiciel pour dessiner. Et c'est vrai que le dessin, c'est un peu long. L'expertise de Florence se poursuit chez elle devant son ordinateur. Quand on découvre quelque chose, on le publie. Et pour le publier, on fait un tas de choses, c'est-à-dire qu'on décrit la cavité, comment on essaye de trouver comment elle s'est fabriquée, comment elle s'est formée. Mais on fait en premier ce qu'on appelle une topographie. C'est-à-dire un plan, c'est une carte de la grotte. Et puis on note des choses, les courants d'air, les axes de fracture pour essayer de comprendre comment la cavité s'est formée. Et je dirais surtout là où ça continue, c'est-à-dire là où il y a encore de l'exploration à faire. C'est pour ça qu'il y a un joli point d'interrogation, là, c'est là qu'il faut retourner, dans ce secteur-là. Donc on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais ce petit morceau de réseau-là fait 45 km quand même. Donc il y a une centaine de kilomètres de cavité. Et notre intérêt à nous de mettre les cavités côte à côte, c'est d'abord de comprendre quels sont les axes du massif de circulation d'eau, de fracturation, etc. Mais aussi
plus basiquement, d'essayer de jonctionner deux cavités et de voir quelle est la distance entre le fond de l'une et le fond de l'autre. Ici, nous ne sommes qu'à 1,3 km l'une de l'autre, donc on peut espérer un jour arriver à les jonctionner. Toujours en Ariège, nous prenons la route pour la commune de Balaguer, à une centaine de kilomètres au sud de Toulouse. C'est ici, dans le minuscule village d'Alas, que réside une référence locale en matière d'expertise spéléologique. Frédéric Maxud est archéologue de formation et spécialiste de l'ère préhistorique. Cet Ariégeois pure souche est également guide et conférencier de certaines grottes de la région depuis son adolescence. Grandir comme ça, dans un pays d'Ariège, entouré de cavités, très tôt, ça vous motive évidemment et ça provoque des rêves d'enfant sur toutes ces grottes, sur tout ce monde souterrain. Ce n'est pas exclusivement le fait de fouiller des grottes, c'est surtout aussi le fait de protéger les grottes. C'est quand même un des grands critères déontologiques de la spéléologie, c'est à la fois de pratiquer et d'explorer, mais également de protéger le milieu. Ce jour-là, Frédéric et deux amis se préparent pour une expédition. Bon, c'est ok, on a tout ? La spéléologie est toujours une affaire d'équipe. On va sur le petit village de Balaguer, à proximité duquel se trouve la grotte que nous allons visiter. Sur ces routes escarpées, nous montons à 700 mètres d'altitude. Nous sommes au cœur du Couserans, une province historique des Pyrénées, réputée pour son relief karstique, propice à la présence de grottes. Beaucoup d'explorations sont menées chaque année dans cette zone par des spéléologues. Pour sécuriser l'entrée, il a fallu mettre en place une buse avec un système de fermeture du fait de la présence de vestiges archéologiques et pour limiter l'accès et surtout pour éviter tout risque de pillage sur les vestiges paléontologiques qui sont à l'intérieur de la cavité. Dans le cadre d'expertise, Frédéric descend en moyenne sous terre une fois par semaine. Ancien plongeur de haut niveau, il ne craint pas ces opérations spécifiques. À très faible profondeur sous la surface du sol, l'accès à cette cavité est périlleux. Il faut se frayer un chemin dans cette paroi d'une extrême étroitesse, recouverte de boue. On vient d'arriver dans la galerie principale de cette grotte et on vient de franchir donc un secteur d'étroiture où les spéléologues avaient réalisé des observations il y a une trentaine d'années. Les vestiges de cette grotte datent d'il y a 30 ou 40 000 ans. On voit ici des fistuleuses, ces fines stalactites en forme de tube au sein desquelles circule l'eau d'infiltration. Un décor féerique, une source d'information considérable pour Frédéric. Nous avons ici sur la droite des sols qui n'ont pas été compressionnés et où immédiatement on retrouve des vestiges de faune ayant fréquenté la grotte il y a environ une trentaine de milliers d'années. Nous avons ici la présence d'un crâne d'ours qui émerge de la couche de sédiments qui a nappé le sol paléolithique de la cavité. Nous avons ici donc ce crâne qui émerge légèrement avec la crête sagittale ici et ici le frontal malheureusement très abîmé par des écoulements d'eau. Environnement stable, extrêmement conservateur, ces cavités sont de véritables frigos de l'histoire, où l'on retrouve beaucoup d'indices de fréquentation animale. On arrive ici en fait à l'extrémité de cette galerie principale, enfin du moins dans un des cul-de-sac de cette galerie principale. Et c'était un endroit qui était extrêmement fréquenté par l'ours,
Nous avons certainement ici d'anciennes zones de bauge où les ours venaient hiberner et pour les femelles mettre bas. Par contre, la fréquentation ursienne, elle est attestée de façon formelle par ces polis, ce que nous appelons des polis d'ours, qui sont en fait des frottements répétés du passage des ours et de leur fourrure, qui a progressivement au cours des siècles lissé et lustré complètement les roches en place. On a des traces de griffades extrêmement marquées dans les remplissages argileux, voire dans la roche, ici, à l'ombre de mon doigt. On voit très bien la trace des griffes qui ont marqué la roche, et toujours il y a entre 30 et 40 000 ans. Et là, c'est parfaitement manifeste sur cette partie d'argileuse. Ce comportement d'un animal qui est un tout petit peu fouisseur, qui va chercher à racler, pour une raison qui nous échappe, hein, mais qui fait ses griffes dans les surfaces argileuses de la cavité. Ces expéditions permettent d'étudier l'hydrologie, la karstologie, l'évolution de certaines espèces et d'établir des études poussées dans le domaine de la génétique grâce à l'ADN de certains ossements. Deux dates importantes pour la spéléologie en France, la création de la fédération en 1963 et la découverte de la grotte de Chauvet en 1994, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En France, 150 000 personnes pratiquent la spéléologie chaque année. 70 000 grottes sont recensées sur le territoire et la formation s'effectue dans l'une des 28 écoles départementales. À Toulouse, au lieu de la spéléologie, nous allons retrouver place du Capitole Julien Fouquet, spéléologue ariégeois, compagnon d'expédition de Florence Guillot et également éducateur. Ce samedi matin, il est 7 h. Julien prépare son matériel. Il va encadrer bénévolement, comme chaque week-end, 2 adolescents de l'école départementale de Lozère. Là, je fais ça depuis quelques temps et c'est un moyen aussi de s'évader. Donc voilà, on fait notre semaine, on travaille en ville, puis le week-end, on n'est pas loin, donc on va faire un tour en montagne. Et forcément, il faut se lever parce qu'il y a un peu de route. Et voilà, après c'est un plaisir de le faire pour les jeunes parce que le partage c'est important, et puis les voir évoluer, les voir progresser, les titiller pour qu'ils apprennent à aimer le milieu, c'est chouette. La fédération de spéléologie compte près de 7000 membres. La pratique reste confidentielle. Former des jeunes est donc un enjeu important. Enfin, là, la corde de 10, c'est à l'entrée. Ouais. Tu vois le petit ressaut dans la boue. Ouais. Si jamais ça glisse, on peut y mettre une corde. Ben, c'est pour ça. Après, il ne peut pas sortir tard non plus. Regarde, t'as des mousquetos à plaquettes. Martin et Alix sont en train de préparer le matériel pour équiper les différents obstacles. Donc l'obstacle puits, donc qui nécessite une approche sécurisée sur des cordes et pour pouvoir les descendre et les remonter par la suite. Le capucin, donc faut faire 2 tours avec la corde et ensuite on passe le nœud dans les 2 tours de la corde. Voilà. Alors le nœud va servir à nœud d'arrêt, un bout de corde. Parce que du coup le premier qui va poser la corde va descendre et si jamais la corde est trop courte, il faut qu'il y ait un moyen de s'arrêter. Et du coup pour prévenir la chute, on va faire un nœud d'arrêt qui va bloquer la descente. Florian Rive, responsable commission jeune à la fédération, a rejoint le groupe. Ouais, 17 et puis on a quoi là, 18. Tiens, on va prendre ça. Et donc en général, on commence par leur faire découvrir le milieu, les valeurs de l'activité. Par la suite, on va les former pour qu'ils deviennent autonomes sur corde et en progression souterraine. Et ensuite, on va continuer l'apprentissage pour qu'ils deviennent autonomes également en perfectionnement, c'est-à-dire qu'ils puissent eux-mêmes poser les cordes et explorer les grottes en toute sécurité. Et par la suite, il existe des niveaux de diplôme qui vont leur permettre de perpétuer cette activité et l'enseignement. Cordes, mousquetons, nœuds, il faut revoir les fondamentaux avant de partir en expédition dans le gouffre de Peyo.
un site naturel du parc régional des Pyrénées ariégeoises. Une petite cavité en basse altitude, facile d'accès en plein hiver. Martin est en train d'équiper le premier obstacle. Donc, vous voyez, une petite pente boueuse glissante qui va nous permettre d'approcher du puits d'entrée, qui est l'ensemble de ce dolines. Donc en contrebas, il y en aura une autre verticale que Martin équipera aussi. Donc, voilà. Donc là, il va nous poser une main courante pour qu'on puisse s'approcher en sécurité. C'est bien. Bon, allez. Si, c'est bien, il y a assez de longueur. Il faut que tu aies 10-15 cm là. Donc tu les as. Donc tu penses bien quand tu fais un nœud de... Une des particularités de la spéléo, c'est que c'est de la découverte en permanence. Donc on ne peut pas arriver sur déjà des préjugés de type de cavité. C'est la découverte. On ne sait jamais ce qu'on va découvrir. Et c'est l'émerveillement en permanence. Et c'est ça qui est bien en spéléo. Julien explique à nouveau à Martin comment faire un nœud de sécurité avant de descendre. Et là, comme ça. Donc tu penses bien quand tu fais un nœud de 8 sur la dynéma, tu penses bien le serrer. Mais pour le serrer, en fait, tu tires sur les côtés comme ça. Pose de corde et progression avec corde. Ces gestes font toute la subtilité d'une descente de spéléologie. Principe. Du coup, tu le... Alix suit derrière. La pente est raide, le chemin glissant. Jusqu'à l'arrivée dans le puits et ses impressionnants blocs de rochers tout autour. L'intérêt de cette grotte est d'être accessible à tout niveau. Un lieu idéal pour ces jeunes qui doivent apprendre à se déplacer, à progresser en toute sécurité, en bref, à devenir autonomes dans leur pratique et se familiariser avec ce milieu souterrain. Là, tu fais bien attention. La balade dure 4 heures. Par moments, des difficultés d'accès, comme ici, pour Alix. Le gabarit peut être discriminant. Cage thoracique, fémur ne doivent pas être trop imposants, au risque de rester bloqués. Je te tiens le pied gauche. Vas-y. Encore 15. Ah, je te tiens, je te tiens. Là, tu l'as. Super, c'est arrivé. C'est bon ? Donc l'eau qui arrive de l'extérieur, l'eau de pluie, l'eau de ruissellement, les rivières, qui va s'infiltrer à travers les fissures du calcaire, qui va grignoter un peu de matière et arriver à l'air libre, redéposer de la matière. Donc ici vous avez une coulée, donc c'est vraiment l'eau qui dépose en coulant. Vous arrivez sur des stalactites, donc la goutte d'eau qui descend, Un millier de jeunes sont actuellement affiliés à la Fédération française de spéléologie. Perpétuer l'activité en les formant est l'une des principales missions de la fédération. On estime à 15% le monde souterrain actuellement découvert. Les possibilités d'exploration demeurent donc toujours considérables et les rêves de ces explorateurs toujours intacts.